On dit que si on utilisait 1% de la ressource en paille produite en France, on pourrait isoler 10% des projets de rénovation et du neuf par an. Donc on a de la marge. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toute la paille, hein. Bienvenue dans Aubercaille, le podcast qui te fait découvrir des solutions concrètes et éthiques pour améliorer ton habitat. Je m'appelle Caroline et à travers chaque épisode, je donne la parole à un acteur de l'habitat éthique. Comme toi, je me pose de nombreuses questions sur la rénovation et la construction de mon futur chez moi. Alors ensemble, partons à la recherche de solutions adaptées à chacun d'entre nous et cela commence dès maintenant. Bonjour et bienvenue sur le podcast Aubercaille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léo Boulico. Bonjour Léo. Bonjour Caroline. Alors Léo, tu es un véritable passionné de matériaux naturels et d'innovation dans la construction durable. Ton parcours est assez unique et riche puisqu'avec une formation en chimie et mécanique des matériaux, tu as développé une expertise pointue sur des matériaux variés comme le verre, les métaux et les composites. Cette base solide s'est enrichie grâce à des expériences internationales marquantes, en Inde où tu as travaillé au développement de béton de terre crue, et au Canada où tu as approfondi tes connaissances en génie civil et développement durable à l'École polytechnique de Montréal. Professionnellement, tu as multiplié les rôles, ingénieur R&D, chercheur, formateur en matériaux. Aujourd'hui, en tant que chargé d'accompagnement à la coopérative d'activité et d'emploi SAPI en Occitanie, tu accompagnes les entrepreneurs du bâtiment et de l'éco-construction dans le développement de leurs projets. Mais ce n'est pas tout, tu mènes également un projet ambitieux et personnel, la rénovation de ta propre maison où tu expérimentes des approches innovantes comme l'utilisation de poteaux d'acacia pour le soubassement et une isolation en paille complétée par un enduit naturel. On en reparlera. Et en résumé, ton ambition est assez limpide, contribuer activement à des initiatives écologiques, que ce soit à travers des projets entrepreneuriaux, associatifs ou scientifiques. Aujourd'hui, tu es avec nous pour nous partager ton expérience et ton expertise sur un matériau biosourcé fascinant, la paille. Est-ce que cette présentation est bonne, Léo ? Oui, merci beaucoup. Y a rien à rajouter ? Non, il n'y a rien à rajouter, si ce n'est que mon expérience principale, elle est plutôt portée sur la terre crue que sur la paille. Mais bon, j'ai de quoi raconter aussi sur cet isolant assez fascinant. On va faire les associations qui vont bien ensemble, ne t'inquiète pas. Du coup, je te propose de te laisser la parole. On a toujours notre petit jeu brise-glace en début d'épisode. 2 affirmations, une vérité, une fausse. À toi d'essayer de me piéger. Alors, la première que je propose, c'est est-ce que la paille, ça pourrit ? Est-ce que ça a tendance à moisir, à pourrir ? Ok, et la deuxième ? Et la deuxième que je propose, elle est la suivante. Est-ce que, à votre avis, la paille a toujours été utilisée dans la construction ? Quand je dis toujours, c'est depuis, on va dire, les premières maisons en fait qui sont sorties de terre, qui ont été construites par les mains humaines. Bon, j'ai envie de dire, et je crois en ce matériau, donc j'ai envie de dire que la paille ne pourrit pas. Ou alors il y a des choses qui font que ça ne pourrit pas. Et que du coup, elle a toujours été dans nos constructions sans peut-être qu'on le sache. Est-ce que c'est ça ? Exactement. Alors, avec des particularités, la paille, ça pourrit pas. C'est le moment où je détaille, hein, on est d'accord ? On est d'accord. Donc, la paille, ça ne pourrit pas sous réserve d'être protégée de l'eau, de l'humidité forte. Donc, faut pas la laisser poser par terre, par exemple, parce qu'en effet, si vous laissez votre botte de paille pendant l'hiver, elle va pourrir par en dessous. C'est pas de souci. Mais dans un bâtiment, on sait très bien faire en sorte que ça ne touche pas l'eau de manière continue. Et puis, pour la question depuis quand on utilise la paille dans le bâtiment, alors, au départ, c'était plutôt utilisé en fibre, pas en botte de paille, en tout cas, puisque les bottes n'existaient pas. Donc, on l'a mélangé souvent avec la terre, hein, j'en parlais tout à l'heure, pour faire du torchis, pour boucher les trous sur les huttes, puis sur les bâtiments un peu plus structurés. Et puis, les bottes de paille sont apparues en fait courant du 19e siècle, sous forme de ballots, de briques. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est assez logiquement qu'on a commencé à les empiler pour en faire éventuellement des bâtiments. Ok, très clair. Je vais continuer sur cette lancée un peu de chiffres. Est-ce que tu aurais quelques chiffres ou faits marquants
pour mieux comprendre l'utilisation de la paille dans le domaine de la construction durable aujourd'hui? Si je reprends la question historique, les premiers bâtiments en ballots de paille, et puis c'est plutôt que de la paille, c'était du foin à l'époque. On distingue le foin de la paille parce que le foin, en fait, c'est de l'herbe coupée qui est souvent mangée par les animaux, alors que la paille, c'est vraiment la tige des céréales qui, elle, peut servir de litière, mais est rarement consommée par les animaux, le bétail, hein. Voilà, donc la différence entre la paille et le foin. Donc ces ballots de foin qui étaient empilés, c'était dans la région du Nebraska, aux États-Unis. Il y avait que ça, à perte de vue, des champs et puis des ballots de foin qui sortaient des botteleuses et qu'ils ont commencé à empiler parce que ils avaient très peu d'arbres. Et voilà. Du coup, ils ont fait leur première maison. On parle des colons dans l'Ouest américain. Les premières maisons attestées, photographiées, datent du tout début du XXe siècle, années 1900 et quelques. Si on continue sur le volet historique, la maison en paille la plus ancienne en France, peut-être que certains la connaissent, elle commence à être un peu fameuse. Elle est classée au monument historique. Elle a plus de 100 ans. C'est la maison Feuillette. Et donc là, c'est autant Nebraska, on est sur des bottes porteuses. Donc ça veut dire qu'elles portent le toit et d'éventuels planchers, les bottes de paille. Alors que là, pour la maison Feuillette, on est sur une ossature bois qui vient reprendre les charges en fait, on parle de remplissage paille où la paille finalement bouche les trous d'une part et sert essentiellement d'isolant. Voilà. Donc ça c'est pour le recul historique. Et puis si on se rapproche beaucoup plus proche de nous maintenant, il y a eu un renouveau de la construction de paille assez récent en France. On parle de la fin du 20e, si je dis pas de bêtises, début du 21e, avec un grand bond qui a été fait lorsque le réseau français de la construction paille, on y reviendra, le RFCP, a réussi à faire valider les règles professionnelles en 2012 et qui ont en fait facilité le côté assurabilité de ces bâtiments. Ce qui est assez récent finalement. 2012, donc à peine plus de 10 ans. Ouais. On parle aujourd'hui alors c'est des chiffres que j'ai pris là juste avant le début, mais on parle de 10 000 maisons construites en paille en France environ depuis là on peut parler du 21e siècle, hein. Et en pourcentage c'est que dalle, c'est une maison sur 10 000 chaque année qui est construite en France est en paille ou inclut de la paille dedans. Donc on peut faire plus, on peut faire vraiment plus. Voilà, et on va expliquer pourquoi on doit faire plus. Exactement. Du coup, justement, c'est la prochaine question, c'est pourquoi ce matériau, du coup, c'est une alternative pertinente aujourd'hui face à tous ces enjeux environnementaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est impertinent d'utiliser la paille et pourquoi cette filière devrait être plus développée, justement? Alors, il y a plein de bonnes raisons. On peut en parler. La première, on parle beaucoup de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Quand on construit 1 mètre carré en paille, alors je parle que de la paille et je parle pas des poteaux bois ou ce que vous voulez autour, c'est vraiment la paille. On est à peu près à un équilibre, ça veut dire que ce que vous allez prendre quand la botte de paille, elle stocke du CO2 quand les brins de paille poussent, et donc pour chaque kilo de paille, en fait, vous avez à peu près 1 kilo de CO2 stocké dedans, et du coup après, quand on va remettre cette paille quand on détruit la maison et qu'on le met à composter dans l'idéal ou qu'on en fait de l'énergie, pourquoi pas, il y a la même quantité de CO2 qui est émise. Du coup, la construction d'une maison en paille, enfin en tout cas la partie paille de la construction de la maison, elle est neutre en CO2, donc pas d'impact, à peu de choses près, hein, il n'y a pas d'impact sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça c'est un point intéressant. Le deuxième point, et moi c'est presque celui qui m'attire le plus, c'est le côté local. On peut aller chercher des bottes de paille en France, à peu près partout en France, à moins de 50 km. Mais voilà, moi pour ma maison, je suis allé le chercher à 10 km, ma paille. Et j'aurais pu aller chercher beaucoup plus près si les changements d'habitude des agriculteurs qui sont passés de la petite botte de paille manipulable à la main à la grosse botte de paille manipulable au tracteur, hein, grosso modo. S'il n'y avait pas eu ce changement-là, avant il y avait des petites bottes de paille dans tous les champs. Aujourd'hui, autour de chez moi, j'ai réussi à en trouver 2-3 à moins de 50 km. Il y en a peut-être plus, hein. Du coup, on est un peu plus limité parce que pour des raisons de manutention, aujourd'hui ils sont tous passés à
la majorité sont passés à des grosses bottes de paille. On a eu les balles rondes, les bottes de paille rondes avant, entre les petites bottes et les grosses bottes carrées. Maintenant, on a des grosses bottes carrées qui s'empilent très bien. Par contre, sans tracteur, elles font plus de 200 kilos, vous les bougez jamais. Et donc, du coup, la paille, pour toi, est plutôt accessible en France. C'est plus une question de manutention et de gestion par les agriculteurs. Elle est disponible, hein. C'est un matériau qui est disponible en circuit court, à proximité, etc. Ça, c'est un gros avantage. Ce que je peux dire, son désavantage, c'est qu'elle est quand même très saisonnière. En gros, la paille, on la récolte. Je vais prendre large, je suis pas agri, hein, mais entre fin mai et fin août, au meilleur des cas, souvent c'est même avant. Ça va dépendre évidemment des céréales. Donc là, moi, je parle plutôt de la paille de blé. Voilà. Mais bon, si on parle de paille de riz ou d'autres, c'est des cycles que je connais moins. Mais voilà, on est plutôt sur l'été, on récolte la paille. C'est ce qu'on voit dans les champs. Et puis, c'est le bon moment pour aller les demander aux agris, parce qu'après, en fait, ils les ont écoulés, ils les ont positionnés dans différentes filières. Et voilà, c'est vrai que si vous allez chez un agri pour lui dire, j'aimerais 200 ballots pour ma maison en plein hiver, on peut dire, écoutez, vous êtes mignon, mais moi j'en ai besoin pour mes bêtes. Celles que j'avais en trop, j'en suis déjà débarrassé. Ça prend de la place, la paille, à stocker. Et il faut la stocker à l'abri de la pluie. Oui, pour éviter justement les problèmes. Voilà. Et justement, si on est un peu hors saison, comme tu dis, est-ce qu'il existe des filières locales pour se procurer de la paille de qualité aussi, en dehors justement des agriculteurs? Alors, c'est un point qui me paraît très important et très intéressant. Dans les règles professionnelles, la qualification du matériau, à savoir la brique unitaire, le bloc de paille, là, cette botte de paille, c'est l'artisan qui le caractérise. Donc, on met le savoir-faire et la compétence de dire, ce matériau, il est adapté à ce que je veux en faire, à savoir isoler ma maison, éventuellement porter mon toit ou mon plancher. En tout cas, c'est adapté et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on n'est pas obligé de passer par ce qui se fait habituellement par des industriels qui vont valider botte par botte ou lot par lot la qualité de la botte. Donc, c'est bien l'artisan. Par contre, ça amène des responsabilités pour l'artisan qui doit vérifier que la qualité de ses bottes de paille. Et du coup, il doit négocier avec son agriculteur cette qualité-là. Si l'agri, il en a la compétence, tant mieux. Souvent, il valorise une botte de paille bien pressée, etc. Mais une facilité un peu plus importante, en effet, c'est d'aller vers d'autres sources de fourniture. Et typiquement, on s'adresse à des négociants en paille qui font de la négociation de fourrage en général et aussi de paille entre agriculteurs. Hein. Eux, ils vont dire, voilà, moi je sais mesurer l'humidité de mon lot de paille qui arrive de cet agriculteur, la densité, etc. Et qui va permettre de justifier, de dire, voilà, celle-là, moi je certifie que c'est la bonne, c'est une qualité suffisante pour aller construire sans trop de déboires. Puis il y a une troisième source d'approvisionnement, merci, en paille. Et cette source, elle est plutôt se tourner vers une micro-industrie aujourd'hui, une toute petite industrie de la botte de paille qui permet, alors ça permet de certifier une qualité notamment sur la densité et sur l'humidité de la botte, mais ça permet aussi d'aller vers des dimensions de bottes de paille qui sont plus difficiles à trouver dans les champs et notamment bien adaptées pour l'isolation, où on a un enjeu de l'isolation par l'extérieur, en rénovation en tout cas. On a un enjeu de pas augmenter trop l'épaisseur du mur et où la résistance recherchée, la résistance thermique, elle est pas forcément très importante. Donc on va avoir des bottes de paille avec une épaisseur réduite par rapport à celles qu'on trouve dans les champs classiquement. Et donc elles sont produites souvent sur mesure, sur demande, pour correspondre à la réglementation thermique en rénovation, pour amener un confort suffisant sans avoir des épaisseurs de mur trop importantes. Mais celles-là sont plus rares. À ma connaissance, il y a deux usines en France qui proposent des centres de production. On reste à toute petite échelle. Des centres de production, il y en a 2 en France. Donc là, l'histoire du matériau local, ça réduit, ça réduit le choix. Ouais. Vraiment. Exactement. En tant que matériau, est-ce que tu peux du coup nous parler de la paille, mais sur ses avantages? Donc, tu as parlé comme quoi ça pouvait être un isolant. Est-ce que ça peut être dans son utilisation autre chose qu'un isolant? Enfin, quels sont ses usages en fait? Comment on peut s'en servir pour notre construction ou notre rénovation d'ailleurs? Donc
Ouais, alors sa qualité principale, en tout cas celle qui est validée par les règles professionnelles, c'est la partie isolant. Euh, les règles professionnelles ne valident que l'usage en tant qu'isolant, et un deuxième, on va dire secondaire, mais tout aussi importante, elle est support d'enduit. Ça veut dire que si vous voulez enduire, vous pouvez enduire de la paille directement. Vous n'avez pas besoin de mettre une accroche complémentaire. Et quand on parle d'enduit, on parle en général d'enduit plutôt terre ou chaud. Terre à l'intérieur, protégé de la pluie, et chaud à l'extérieur. On peut évidemment barder, mais du coup, mettre un bardage, mais dans ce cas-là, il n'y a plus de la question de support d'enduit. Et donc là, c'est deux propriétés principales. Il y a des pratiques, et j'en parlais tout à l'heure, juste avant, là, elle est porteuse puisque les premiers usages qui ont été observés et réalisés, c'était d'abord pour monter des murs, pour porter un toit. Et donc c'est une terre qui est porteuse, une paille qui est porteuse. Au Nebraska, elles ont plus de 100 ans, les maisons qui existent encore, et elles sont toujours debout. Ça peut être solide, quoi. Ça peut suffire à le prouver, au regard en tout cas des attentes de l'époque. On est d'accord que les préoccupations d'aujourd'hui, en termes normatifs, sismiques, réglementaires sur la tenue au feu ou d'autres sujets, je ne veux pas dire que la paille craint le feu particulièrement, mais en tout cas, on a des préoccupations où on se permet moins d'erreurs et moins d'incertitudes, en tout cas. Donc, en tout cas, on sait que pendant 100 ans, les maisons sont capables de porter un toit, éventuellement un étage, enfin un plancher, grâce à cette technique-là. Et du coup, il y a une association qui s'appelle l'association Nebraska en France, qui est basée à Grenoble, qui fait pas mal de calculs et d'essais là-dessus, et qui a prouvé que, en fait, bien sûr que ça tient. Il y a des pratiques à mettre en place pour que, des astuces de chantier, des détails techniques, etc., pour faire en sorte que votre mur il soit capable de porter éventuellement un plancher, un toit. Donc on peut avoir des murs de vitre 4, 5, 6 mètres de haut qui portent eux-mêmes leur poids, et aussi la structure qui font la structure du bâtiment. Et puis un peu plus à la marge, je pense à des expérimentations où on voit des dômes ou des voûtes réalisées en ballots de paille. Et donc là, on a une autre caractéristique, elle va commencer à pouvoir franchir ou couvrir la paille finalement, franchir en fait des espaces, au même titre que de la maçonnerie en petits éléments, où on arrive à faire des arcs et des voûtes, des coupoles, ce que vous voyez dans n'importe quelle église ancienne en France. Voilà. Et du coup, on peut aussi passer au-dessus, couvrir des espaces grâce à la paille. Et puis, quand on parle de paille, le chaume en est une. Alors, c'est une paille un peu particulière qui vient plutôt des roseaux. Ça, c'est pareil. Ça sert de couverture, de protection, et puis ça étanchéifie en fait un toit. Donc, le chaume permet de protéger tout l'intérieur d'une maison par sa présence. Ça remplace une tuile, quoi. Ça remplace une couverture en tuile ou en ardoise. Donc, la paille peut aussi avoir ce rôle-là. Et j'en oublie certainement. C'est joli dans un enduit, la paille broyée, ça a forcément des aspects esthétiques et plein d'autres caractéristiques comme ça. Est-ce que tu vois des contraintes spécifiques par rapport à son utilisation, et si oui, quelles sont un peu les associations justement pour contrebalancer ces potentielles contraintes? Alors là, il y en a plusieurs en fonction des phases soit les moments de préparation de chantier, le moment du chantier, le moment de l'utilisation, et on pourrait parler de la fin de vie aussi du bâtiment. Enfin, voilà. La logique d'un bâtiment aujourd'hui, il est pensé comme ça. Donc, sur champ, dans le champ, en fait, c'est des petites bottes, faut les manutentionner, donc ça prend du temps. Souvent, c'est des gens qui sont là. C'est de la logistique à prévoir. La logistique. En pré-phase chantier, on va dire aussi, c'est la partie conception. On a des ballots qui sont souvent tous de la même taille. Ils font 36 ou 37 par 46-47 cm et de largeur et de hauteur. Et la longueur, elle varie en fonction des agris, enfin de presse, etc. Souvent on dit autour de 90 cm, mais ça peut aller de 60 à 1m20, pourquoi pas. Et en fait, c'est assez contraignant parce que quand on fait une ossature bois, par exemple, le mieux, et qu'on positionne même des ouvertures, etc., le mieux, c'est de ne pas avoir trop à recouper ses bottes de paille, parce que la paille, elle est tenue par des ficelles. Dès que vous coupez une ficelle, le ballot, il éclate. Donc, l'objectif,
c'est quand même on dit calpiner, de faire en sorte d'avoir prévu chaque botte de paille à sa place et de faire correspondre les montants, souvent en bois, qui vont tenir en fait qui vont faire la structure et entre lesquels les ballots de paille vont venir s'insérer. Et du coup, voilà, c'est une contrainte, on va dire, dans la conception à prendre en compte, ce côté, cette dimension-là, que n'ont pas d'autres isolants. Hein. Les plaques d'isolant, souvent on essaye de les recouper le moins possible, mais elles se tiennent souvent en elles-mêmes, donc il y a moins besoin de se poser ce genre de questions-là. Et puis la phase chantier la phase conception, c'est aussi ce que je disais, faut pas que les boîtes de paille soient posées au sol. Aujourd'hui, toutes les fondations de maisons neuves, de toute façon, systématiquement, c'est comme le bois, ça marche pareil. Il y a toujours ce qu'on appelle une coupure de capillarité. C'est du bitume, c'est du plastique, c'est un moyen quelconque qui permet éventuellement, si l'eau remonte du sol dans le béton ou dans le parpaing qui fait la fondation, il faut surtout pas qu'elle aille toucher les matériaux qui sont sensibles à l'eau, que peuvent être le bois, la paille, on pourrait parler de la terre crue s'il y a un enduit dessus, etc. Donc ça c'est hyper important. Après voilà, ne pas laisser des têtes de mur évidemment non abritées. Donc en général il y a un débord de toit plus ou moins important, mais surtout il faut être sûr qu'il soit bien étanche à l'eau, qu'il n'y ait pas des infiltrations en tête de mur pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Une fois que vous êtes préoccupé de ça, déjà on est pas mal. Voilà. Après c'est un peu plus technique sur la gestion de la vapeur d'eau, etc. Mais bon, si vous suivez les règles professionnelles, il n'y a pas de souci. La conception sera correcte et que vous réalisez, bien sûr, sur chantier, si le maçon ou la personne en charge de l'isolation, souvent c'est plutôt des charpentiers qui sont en charge de l'isolation paille, s'ils respectent ces règles-là, il n'y a pas de souci à se faire, quoi. Et puis après, en phase chantier, il y a la partie stockage, c'est-à-dire que vous arrivez, vous avez 200 ballots de paille, et c'est un sacré volume. Il faut savoir les stocker. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément le hangar. Voilà. Et du coup, voilà, faut le prévoir. Et il faut surtout les protéger d'un orage intempestif en été. Dans l'idéal, vous mettez en œuvre en été, c'est-à-dire que ça vient du champ direct de la grille. Il vous les met sur site au bon moment. Et puis, vous commencez très vite à les empiler. Ça nécessite souvent, c'est plus facile en fait d'avoir construit le toit, d'avoir étanchéifié le toit, et puis souvent c'est stocké à l'intérieur et on prend à l'intérieur, on met directement dans les murs. Voilà, exactement. Et si on n'a pas cette possibilité-là, il y a beaucoup d'entreprises qui se spécialisent là-dedans. Elles préfabriquent, elles font des éléments de mur préfabriqués où du coup elles ont leurs espaces de stockage sur leur site de production. Elles pré-remplissent les murs. Puis ensuite les murs sont amenés, ils sont étanchéifiés avec un pare-pluie, un pare-vapeur de chaque côté, voire même des enduits déjà préposés, et ils amènent ces blocs de murs directement sur chantier. Ça a l'avantage d'être monté très très vite, les maisons préfabriquées, et puis de sécuriser, on va dire, la paille dans des éléments qui sont protégés de l'eau. Évidemment, quand sur un chantier paille, quand il y a de la paille en vrac, etc., vous amusez pas ni à faire des étincelles, ni à fumer une clope sur chantier, c'est un peu dangereux. Alors que, paradoxalement, quand c'est un ballot qui est bien comprimé, il y a peu de risques. On parle vraiment de la paille en vrac qui, elle, prend feu assez rapidement. Par contre, le ballot, s'il est bien dense, en fait, il n'y a pas assez d'oxygène à l'intérieur et du coup, ça s'auto-éteint. Alors, ça peut se consumer par l'intérieur tranquillement, mais bon, si vous savez qu'il y a eu un feu, vous n'allez pas vous amuser à laisser à mettre votre botte de paille cramée par l'extérieur dans votre mur. Non. Mais voilà, c'est pas tant le ballot en lui-même qui risque de prendre feu, c'est vraiment la paille en vrac. Et quand on manipule les bottes de paille, de toute façon, il y a toujours des brins donc un chantier propre, c'est absolument nécessaire. Pareil, les brins de paille, si vous les posez en toiture, ça glisse. Sur des plaques d'OSB, il y a rien de pire. Donc c'est tous ces petits sujets-là, mais bon, les professionnels, ils ont l'habitude. Voilà. C'est vrai qu'on l'utilise aussi assez facilement en chantier participatif, en autoconstruction. Et du coup, faut aussi bien avoir ces consignes de sécurité. Ces infos, voilà. Et puis le dernier point, c'est que la paille, ça brûle, oui, en vrac, mais dès qu'on met un corps d'enduit, et ça a été attesté par des essais, ils ont fait brûler des maquettes de maisons à l'échelle 1 avec un enduit chaud à l'extérieur, un enduit terre à l'intérieur. Bon, la paille, elle tient suffisamment longtemps. L'objectif, c'est ça, suffisamment longtemps pour que les éventuels occupants aient le temps de sortir en sécurité et on puisse intervenir, quoi. En attendant que les pompiers puissent intervenir. J'ai entendu parler du mot de paille hachée.
Ça se différencie en quoi des ballots de paille traditionnels? Est-ce que tu peux Alors, nous expliquer la différence? c'est juste dans la définition, c'est compris, mais en effet, un ballot de paille, donc on parle de la tige de la céréale qui a été récoltée dans le champ, qui a été en général, alors potentiellement coupée en deux par le processus de mise en bottes de paille. Hein. Les bottes de paille, on parle de parallépipèdes, hein, de briques de paille, de brins assez longs et souvent plutôt pliés que coupés et bien compressés là, bien compressés. La paille hachée, ça a été testé et mis en œuvre pas mal ces dernières années. Je vais dire peut-être une bêtise, mais en Autriche ou en Suisse, enfin voilà, un tout petit peu à l'est de la France, ça a été testé. Ils ont mis en place en fait un système de production de paille hachée. Donc là, on parle d'échelle déjà industrielle parce qu'on a une machine dédiée qui est un peu grosse, quoi. On peut pas le faire, on peut pas hacher sa paille dans son jardin pour l'insuffler a priori. L'enjeu étant d'avoir des copeaux de paille assez normés en termes de taille. On parle de 2-3 cm si je dis pas de bêtises, et surtout dépoussiérés. Parce que oui, la paille, ça fait plein de poussière. Et un autre truc où il faut faire attention quand on manipule la paille, c'est enlever la poussière de ses voies respiratoires, donc mettre un masque. Surtout quand on commence à la découper, parce qu'on est toujours en train de faire des entailles dedans, etc. Donc c'est nécessaire. Et travailler dans un local bien aéré, aussi bien ventilé, ça aide. Voilà, mais du coup dépoussiérer ça au maximum pour que les utilisateurs qui vont en fait utiliser ces brins de paille tout petits hachés puissent l'utiliser en fait avec les mêmes machines que celles qui permettent d'insuffler de la ouate de cellulose ou de la laine de verre en flocons ou de la laine de bois en vrac. Donc c'est un peu les mêmes machines, il faut qu'elles soient assez puissantes parce que c'est un peu lourd et il faut envoyer un peu fort en termes de densité. Donc c'est pas la première qu'on trouve en location dans son magasin de bricolage, mais une machine professionnelle fait très bien l'affaire. Et du coup, c'est les mêmes savoir-faire pour les professionnels d'isolation que celles qu'ils ont pu développer, que les savoir-faire sur des matériels ou que maintenant ils utilisent depuis 10, 15, 20 ans. Ça marche aussi bien en soufflage, donc ça veut dire en vrac, typiquement dans des combles, qu'en insufflation. Dans des murs verticaux pour le coup où là la densité est plus forte, plus de technicité, mais ça marche bien. En termes de... Pardon, excuse-moi. Oui, c'est assez récent. Ça veut dire qu'il y a une SIC qui s'est montée pour intégrer les agriculteurs. Donc une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, et qui permet en effet d'intégrer à la fois les usagers de ce matériau, les producteurs directs, et puis les fournisseurs de paille, qui sont en fait des agriculteurs qui donnent leur paille, enfin qui vendent leur paille et qui ensuite est broyée. Donc le format est assez intéressant. Et en fait, ils ont vraiment récupéré le savoir-faire développé un peu plus à l'est de l'Europe pour mettre en place la même ligne de production. Ils n'ont rien réinventé, à ma connaissance. Hein. Et c'est très récent. Le produit est sur le marché là depuis 1 an ou 2. Il a reçu les avis favorables, les bons certificats qui permettent d'être assuré pas trop difficilement normalement. C'est un matériau d'isolation uniquement. En termes d'efficacité, est-ce que ça répond aussi bien que les autres matériaux, ou voire du coup sur le principe mieux? Oui, c'est un matériau isolant. Après, c'est vrai que si on compare la ouate avec la paille ou le polystyrène, ils ont ce qu'on appelle les lambda, donc des coefficients d'atténuation du transfert de chaleur dans la paroi du mur qui sont légèrement différents et qui vont obliger pour atteindre une résistance thermique globale de l'épaisseur du mur d'utiliser des épaisseurs un peu plus importantes. C'est-à-dire qu'on va peut-être ajouter 3, 5, 10 cm dans le pire des cas d'isolant, donc d'épaisseur de mur. Mais bon, on est sur de l'anecdotique. Voilà, c'est au maximum plus 20% d'épaisseur de mur. Au lieu de faire 25, il va faire 30. Il n'y a pas de gros enjeux. Il n'y a pas de gros enjeux. Et en plus, ça a l'avantage par son poids on parle d'inertie thermique souvent, mais bon, en général, c'est pas ça qui apporte réellement l'inertie thermique d'un bâtiment. Mais potentiellement, ça peut aussi avoir un rôle positif, ce poids, qui est un peu moins intéressant sur le côté purement transfert thermique, de la chaleur ou du froid qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais voilà, on a aussi cet avantage-là. Et pour moi, l'avantage principal en comparaison des autres isolants, hein, c'est que, encore une fois, c'est une ressource qui est très abondante,
On dit que si on utilisait 1% de la ressource en paille produite en France, on pourrait isoler 10% des projets de rénovation et du neuf par an. Donc, on a de la marge, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut prendre toute la paille, hein, et la paille, elle est utilisée par d'autres utilisateurs que le bâtiment. Mais en prenant pas beaucoup, on arrive à faire des trucs incroyables. Enfin, des quantités vraiment énormes. On produit énormément de paille en France, en fait. Encore une fois, c'est l'équilibre et la répartition. J'ai une question, et on va parler après aussi un peu réglementation et économie. Mais avant ça, est-ce que la paille est autant adaptée à la réno qu'à la construction neuve? Ou est-ce qu'il y a un petit chouchou là, entre les deux? Bah, ça marche très bien en neuf parce que du coup, avec une ossature de bois, c'est parfait. Il y a un enduit terre à l'intérieur et un bardage bois ou un enduit chaud extérieur. Ça marche très bien parce que du coup, le ballot de paille, dans sa plus petite dimension, il fait environ 35, donc souvent 37 cm d'épaisseur. Si on rajoute les parements intérieurs extérieurs, on arrive à un mur qui fait 40-45 cm d'épaisseur. On est sur des dimensions tout à fait conventionnelles par rapport à une brique ou un parpaing qui va amener une épaisseur de mur à 30-35. Le problème, c'est que ces ballots en rénovation, on a déjà un mur existant. Alors, je parle pas des murs en pierre ou en terre crue qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, voilà, ou 80 plus généralement. Mais même sur de la rénovation de pavillons en briques, hein, typiquement, ou en parpaing, qui ont déjà une épaisseur de 30 cm. Si vous rajoutez 37 cm, dans le meilleur des cas, et souvent un peu plus d'épaisseur, vous commencez à avoir un mur justement qui tourne autour des 80-90 cm d'épaisseur. Bon, moi j'ai fait le choix. Enfin, pour chez moi, je me suis dit c'est pas grave, on fait avec. Ça donne aussi quelque chose, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être contraignant. Si on parle d'isolation par l'extérieur, qui donne sur la voirie, typiquement, manger 50 cm sur le trottoir dans des centres anciens, c'est inenvisageable. Si on parle d'isolation par l'intérieur, c'est mort. Vous n'êtes pas prêt à perdre pour chaque linéaire de mur, perdre un demi-mètre carré, c'est pas possible. Voilà. Donc ça amène des freins, c'est clair. Et puis après, il y a ce que je disais, hein, c'est que la botte de paille à redécouper, c'est assez fastidieux. Donc voilà, si vous avez beaucoup d'ouvertures, des formes un peu bizarres, c'est compliqué. Et puis la surépaisseur aussi, c'est la question du débord de toit. Moi je suis dans le sud, clairement mon débord de toit il faisait 10 cm. Donc il faut que je rallonge mon toit. Et rallonger mon toit, ça ramène on peut parler d'économie un peu, mais aussi de technique. Ça ramène des contraintes supplémentaires, que ce soit économiques ou techniques, alors qu'on peut aller dans d'autres régions où les débords de toit sont plus larges et potentiellement il n'y a pas besoin de rallonger le toit, où c'est plus facile de le faire. Voilà, moi c'est tout béton, j'ai pas des chevrons sur lesquels je peux aller me fixer, quoi. Et je voulais pas mettre une couvertine droite là, ce qui se fait beaucoup en ITE sur du polystyrène. Je trouve ça esthétiquement, je trouve ça pas bien. J'en ai profité pour faire un grand appentis sur 2 faces pour stocker mes outils de jardin et mon bois. Et voilà. Et du coup là, voilà, des intérêts. Mais c'est clair que ça demande plus de boulot, quoi. C'est sûr. Du coup, j'enchaîne avec ça. Sur le plan économique et réglementaire, alors déjà sur le plan économique, la première question, est-ce que c'est plus économique d'utiliser de la paille que d'autres matériaux biosourcés? Et on a parlé de l'approvisionnement, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et sur le plan réglementaire, comment c'est assuré, comment c'est considéré? On a parlé un tout petit peu au début. Est-ce que on peut valider ça, quoi? Je vais commencer par le réglementaire parce que c'est assez facile, si ça te dérange pas. Okay. Le réglementaire, voilà, depuis que les règles pro sont sorties en 2012, qu'elles ont été validées en 2 étapes par l'AQC, hein, c'est l'agence qui permet de valider ces formes-là. Ce sont pas des normes, ce sont pas des DTU, ce sont des règles professionnelles. Elles sont suffisamment sérieuses, elles ont été bien faites et il y a eu pas mal de retours d'expérience, on va dire, uniquement positif. Il y a forcément eu des petits déboires, mais dans l'ensemble, c'est très positif les retours. Et du coup, cette agence, elle a dit, c'est bon, la paille, on a des retours, c'est facile. Il y a suffisamment de constructions aussi en nombre qui permettent de faire des statistiques. Et du coup, les assurances, elles ont dit, ok, nous, on a du retour d'expérience, on peut aller assurer ça comme n'importe quel isolant. Alors, pas tout à fait, mais parce qu'il y en a qui sont plus ou moins frileuses, mais en tout cas, c'est devenu assez facile.
On n'est plus sur de l'expérimentation en fait. C'est devenu une technique courante. Voilà. Donc ça a donné un coup de pouce, mais on reste dans un cadre très précis qui est la paille en remplissage d'une ossature, éventuellement support d'enduit. Mais voilà. Et donc on parle de l'isolant qui bouche les trous entre les montants d'ossature et qui supporte éventuellement un enduit ou pas s'il y a un bardage d'eau. Ça veut dire que tout ce qui est paille porteuse, c'est pas aussi facile d'être assuré. C'est même beaucoup plus compliqué. Pour l'ITE, c'est pareil. On est bloqué. Et puis pour d'autres techniques, j'en sais rien, mettre des ballots de paille en vrac dans ses combles, c'est plutôt pas recommandé, mais ça non plus, c'est pas assuré. C'est des exemples comme ça. Et le réseau français de la construction paille, le RFCP, toujours travaille aujourd'hui avec à travers un programme qui s'appelle POP30. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et il travaille justement à l'édition de règles professionnelles dédiées à d'autres techniques. Et j'ai en tête l'ITE, donc l'isolation thermique par l'extérieur en ballot de paille, et la partie porteuse, notamment. Ok. Voilà. Ok, très ça, clair. c'est pour la partie réglementaire. La paille a la chance d'avoir cette facilité pour être assuré. Voilà. Et que ça se passe bien. Les gens ont été bien formés, qu'ils ont bien fait, et du coup, les assurances sont plutôt sereines quand il s'agit de suivre ce genre de choses. Pour être assuré, il faut avoir passé le ProPaille, 5 jours de formation par un professionnel formateur de la paille ou une professionnelle. Et voilà. Et on apprend le minimum, à savoir, en fait, on apprend à décrypter les règles pro et à mettre en œuvre la paille. Il y a maintenant des modules par métier qui permettent, pour un architecte, il y a des spécificités à connaître, pour un charpentier aussi, pour un enduiseur, c'est pareil. Et voilà. Et du coup, il y a des modules par métier qui permettent d'approfondir un peu en fonction du métier de la personne qui vient faire sa propaille pour en savoir plus. Voilà. Sur le plan économique, les liens en description. Très bien, je vais passer tout ça. Pour le plan économique, j'avais quand même sorti des chiffres. On parle d'entre 5 € et 15 € par mètre carré de paille posée. Non, alors, pas de paille posée, de paille fournie, justement. On met de côté la pose, ce qui en fait un isolant pour un R de 7, une résistance thermique de 7. C'est vraiment pas cher en termes de fourniture. Voilà. Si vous prenez un équivalent, suffisamment équivalent en termes, on va dire, écologiques, hein, je ne vous parle pas de la laine de verre ou du polystyrène, mais une laine de bois, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je pense que c'est au moins multiplié par 2, et si ce n'est par 3, pour un R équivalent. Bon, ça, c'est quand vous allez vous chercher ça auprès d'un agriculteur ou d'un négociant. Allez, ça peut varier un peu en fonction de la distance de livraison, etc. Mais c'est pour ça que j'ai mis une fourchette. Une fourchette, ouais. Voilà. Maintenant, si vous allez prendre vos bottes chez le producteur de bottes qui fait des bottes en 22 d'épaisseur, par exemple, dédiées à la rénovation par l'extérieur, thermique par l'extérieur, là, il faut compter un peu plus cher. On est plutôt autour de 20 à 30-35 € du mètre carré. Mais on a des bottes qui ont une spécificité qu'on n'arrive pas ou très très difficilement à trouver sur le marché, que ce soit en termes d'épaisseur, mais aussi potentiellement en termes de largeur. Il y en a qui arrivent à faire des bottes qui font la même largeur que les plaques d'isolant plus conventionnelles et qui s'insèrent bien dans les montants d'ossature habituels, c'est-à-dire un anthrax de 60. Voilà. Et du coup, le vrai coût de la paille, il est en tout cas économique, il n'est pas dans la fourniture de la paille, il est dans la mise en œuvre. C'est plus long, c'est vraiment plus long de mettre en œuvre une botte de paille que un mètre carré de botte de paille, que mettre en œuvre une plaque de laine de bois ou de ce que vous voulez. C'est la main d'œuvre, quoi. C'est la main d'œuvre. Sauf si on le fait par soi-même. Voilà. Moi, soit on le fait par soi-même, soit on se débrouille pour mettre en place des chantiers participatifs, des choses comme ça. Où là, en fait, la main d'œuvre, elle est non rémunérée, ou elle est défrayée en termes de repas au maximum ou logement. En fait, souvent, c'est plutôt défrayé en termes d'apprentissage. Donc, les gens apprennent sur le chantier à comment on met une botte de paille et ils recommencent chez eux. Et puis, souvent, c'est beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rencontres. Donc, les gens, c'est des trucs super. Et la paille marche très bien avec ça. Donc, du coup, voilà, sur le plan économique, je vais pas vous annoncer de tarifs ça va dépendre des prestataires, je présume. Voilà, mais bon, on est sur des montants, dans le meilleur des cas, qui est comparable à des montants d'isolation, on va dire, écologique.
Voilà. Donc, c'est sous-entendu plutôt haut de gamme, avec des performances très intéressantes et en plus des performances écologiques qui le sont aussi. Donc, enfin, je m'avance sûrement un peu, mais c'est certainement plus cher que de mettre du polystyrène sur votre façade extérieure en ITE. Voilà. Il faut l'avoir en tête, mais bon, on n'a pas du tout les mêmes résultats. On va pas chercher la même chose. Ouais. Voilà. Et si c'est bien fait, la pérennité est avérée. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit mal fait. Donc ça, c'est en termes de tarifs pour les bottes de paille. Maintenant, voilà, vous savez, hein, si vous investissez dans une isolation, si vous avez c'est une question de capacité d'investissement, mais une fois que c'est investi, c'est d'autant moins de factures de chauffage, de consommation électrique ou gaz ou fuel ou bois même. Et donc, à long terme, c'est rentable. Si au bout de 100 ans, votre isolation elle existe encore, vous aurez fait vous des économies, mais vos enfants, vos petits-enfants ou les futurs habitants aussi, et la planète aussi. S'en tiendra meilleur. Voilà. J'aimerais parler de ton projet un peu de rénovation maintenant. Et par rapport à l'expérience aussi que tu as pu en vivre, est-ce que tu peux nous partager rapidement les grandes lignes de ta rénovation de maison, du coup, et comment la paille s'est intégrée dans ce projet, même s'il y a eu d'autres choses qui se sont à rajouter dans la mise en œuvre, mais au moins pour voir un peu dans son ensemble comment ça s'est intégré. Pas mal de choses à raconter dans un projet d'auto-rénovation de maison. Allez, je vais l'attaquer comme ça. Moi, j'avais envie de me retrouver les dimanches, mon temps libre sur du travail manuel, quoi. Je passe beaucoup de temps derrière un ordinateur, beaucoup de temps au téléphone, et ça me fait du bien d'être dehors. Donc le jardin c'est super. Je te comprends. Mais des fois tailler des bouts de bois, enfoncer une botte de paille avec un gros marteau là, un marteau de Thor là, c'est ce qu'on appelle un persuadeur. Enfin, voilà. Ou aller poser des enduits terre derrière à la main avec des copains dessus après l'avoir creusé dans son jardin. C'est assez génial. Et puis en termes d'histoire à se raconter et à raconter aux copains et puis aux passants qui passent là tous devant la maison, qui disent ah oui c'est intéressant, c'est quoi, mais la paille et ça pourrit pas. Voilà. Et donc voilà, c'était une envie qui était facilitée par le fait d'être à la campagne dans un pavillon des années 70, pas de mur mitoyen, des façades très simples, pas trop de hauteur on va dire, puis haute façade des 6 mètres. Donc je me suis dit bon allez, j'ai pas trop peur, je me lance. C'est un investissement de temps, du coup, un petit peu d'argent évidemment, mais pas mal de temps. Et voilà. Et du coup, l'avantage de l'isolation par l'extérieur, c'est qu'on peut la réaliser en habitant dedans. Donc on a emménagé. On a commencé par ce qui était facile de changer pour améliorer le confort de cette maison et puis limiter son impact écologique. C'est-à-dire on a mis un poêle à bois au lieu d'une chaudière fuel, pardon. On est sur une petite maison, elle fait 80 mètres carrés, donc à chauffer, c'est assez facile. On a rajouté 30 cm de watts de cellulose sur les 10 cm existants. On a changé toutes les menuiseries. Ça, c'était un budget déjà assez conséquent, mais on a la chance d'avoir été aidé par les subventions publiques, et donc qui prenaient en charge 50% du budget là-dessus. Donc intéressant. Et au moment de monter ce dossier d'aide, je suis quand même allé voir les artisans du coin pour leur demander ça coûte combien d'isoler 1 mètre carré de mur, quoi. Et eux ils me disent, enfin en tout cas ceux que j'ai trouvés pas loin et qui étaient prêts à le faire m'ont dit une fois que t'as 1000 enduits dessus, nous on n'est pas des pros de l'enduit, on n'a pas de machine à projeter, on n'est pas très efficace. Allez, il faut les débords de toit, il faut reprendre les fonds de fondation pour surélever la paille du sol, machin. Compte en gros 300 € par mètre carré. Et là j'ai dit rien que ce poste là, si je le passe dans mes aides, je peux plus faire le reste en étant aidé. Et poser un poêle, enfin acheter un poêle surtout, c'est ça qui coûte cher. Poser des menuiseries et acheter les menuiseries, c'est aussi ça qui coûte cher. À la limite la boîte de cellulose au plafond, j'aurais pu le faire moi-même. Mais voilà, les menuiseries et le poêle, moi je pouvais pas faire. Donc j'ai demandé à des artisans de le faire et ils se sont occupés de ces travaux-là. Et puis voilà, l'isolation par l'extérieur, je me suis dit allez, challenge, on y va. Donc voilà, je suis parti là-dessus.
je me suis bien cassé la tête pour savoir comment j'allais isoler mes fondations pour que ça isole à la fois la dalle qui est semi-enterrée pour pas qu'il y ait de pont thermique à ce niveau-là et surélever mes bottes de paille tout en ayant en tête qu'il fallait que je rallonge mon toit. Et du coup, on est parti sur cette idée-là je suis parti avec l'aval de ma compagne sur cette idée de planter des pieux, alors pas des très gros pieux parce qu'ils sont plantés à la main assez profondément, ils vont chercher 1 mètre au fond dans le sol quoi. Mais voilà, planter ces pieux et une fois qu'ils sont bien coupés droit, je viens poser ma lisse basse sur laquelle ensuite je viens appuyer mes montants dans lesquels vont s'insérer les bottes de paille. Et en fait, ces pieux, ils me servent à 2 choses. Ils reprennent la descente de charge de l'extension de toiture qui est en tuile, hein, qui vient continuer la toiture existante. Et ils me permettent aussi de fixer une plaque qui va coffrer en fait du verre cellulaire. Parce que le verre cellulaire, c'est un matériau isolant imputrescible qui est très intéressant mais qui coûte très cher. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et puis pour le coup, c'est du verre, il a fallu en faire de la mousse. Voilà. Ça coûte aussi pas mal d'énergie, donc on l'utilise juste là où il est bien, c'est-à-dire dans les fondations. Donc dans le sol, il n'y a pas de problème, il va pas bouger avec un géotextile. Par contre, comme les bottes de paille doivent être dans l'idéal au moins à 30 cm au-dessus du niveau du sol, il faut faire en sorte que ces blocs de mousse de verre là, ils s'écoulent pas. Donc j'ai mis des plaques, c'est du Corten, hein, c'est du métal qui rouille mais qui s'arrête de rouiller, la rouille protège ce métal là. Et donc on a fait la rouille intelligente. c'est un alliage qui permet ça, un peu particulier. Et du coup, voilà, c'est rempli en mousse de verre, en bloc de mousse de verre, là. Et par-dessus ça, je viens poser mes blocs de paille, voilà, entre les montants. Et là, c'est assez classique finalement. Une difficulté que j'ai rencontrée ou parce que j'ai pas suffisamment manipulé de la paille, je m'étais dit allez, ça va passer. Mes ballots de paille étaient suffisamment comprimés pour que les 4 cm d'épaisseur de montant, en fait, j'arrive pas vraiment à les passer en essayant d'insérer mon ballot de paille entre ces montants déjà existants. Donc ça n'a pas été facile. Et là, je suis parti pour ma deuxième façade, je suis parti sur une nouvelle technique où je place un montant, je mets ma botte de paille, je place le deuxième montant en force en mettant des entretoises pour bien maintenir l'écartement entre ces montants. Mais du coup, je viens poser mon toit après coup. Alors que sur la première façade, j'avais déjà mon toit et je travaillais au sec, mais par contre, j'ai eu des difficultés assez importantes à mettre en place mes ballots de paille parce que comprimer sur les côtés 4 cm de 4 cm la botte de paille qui fait 46, c'était difficile. Beaucoup d'énergie est perdue là-dessus. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, sur le chantier, sur les premières utilisations, les erreurs, et carrément. On améliore le process au fur et à mesure. Carrément. Trop bien. Merci pour ce petit partage d'expérience. Comme ça, on aura vraiment tout le détail. Dernière question, je pense, avant de passer à la phase actionnable de ce podcast, parce que j'ai tellement de questions qu'on pourrait continuer très longtemps, mais on essaye de se raisonner. Qu'est-ce que tu penses en termes de démocratisation du potentiel de la paille? C'est plus un peu un avis personnel là-dessus. Quel est l'avenir de ce matériau et son évolution technique est-ce que c'est fait pour que ça se développe de plus en plus en France, quoi. Et en France et pays anglophones et ailleurs. Pays anglophones, pays francophones. Francophones ou européens. Ou européens, voilà. Pourquoi pas avec des normes et des attentes, on va dire, un peu similaires. Il y a encore plein de choses à raconter là-dessus. Déjà, moi, on me dit que je suis très cartésien, donc ok, restons cartésiens. Si on regarde les chiffres, ça ne fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus de fournisseurs qui se spécialisent, donc on va dans le bon sens. On a une nouvelle réglementation, alors elle est plus si nouvelle, mais bon, allez, elle est plus récente que la RT 2012, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, mise en place en 2022, qui favorise les matériaux biosourcés, donc qui viennent directement de la nature, qui sont très peu transformés. C'est le cas de la paille, qui émettent très peu de CO2 dans l'atmosphère dans toute la phase de vie. Donc là, a priori, ça devrait quand même pousser les maîtres d'ouvrage, les clients, les concepteurs à mettre tout ça, à mettre de la paille dans leur bâtiment. Et puis en plus, cette RE 2020 là, elle a pour objectif d'augmenter ces seuils, d'améliorer
en fait la qualité de la construction, notamment sur le plan énergétique et carbone, au fur et à mesure. Donc là, on va rentrer normalement dans le niveau 2 là de la RE 2020. Donc ça va encore pousser un peu plus fort en faveur des biosourcés. Donc là, normalement, tous les voyants sont ouverts. Est-ce il peut y avoir un frein? Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dette de l'État, on parle peut-être de crise économique à venir, de difficultés en tout cas avec l'inflation, etc. En fait, c'est quand même des techniques de construction aujourd'hui en tout cas qui coûtent plus cher, un peu plus cher, beaucoup plus cher que le conventionnel, on va dire de base, souvent de mauvaise qualité, mais qui est quand même moins cher. Et du coup, c'est un vrai frein. C'est un vrai frein si on vous dit moi il faut 20% de plus ou 10% de plus par mètre carré de mur pour mettre de la paille, le client il a peut-être juste pas la capacité de le financer. Donc ça peut être un aspect négatif. Après, je reprends le côté positif et mon envie de rêver un peu. Moi, j'aimerais bien que le milieu de la construction, alors au moins à l'échelle des petits bâtiments, que en fait ça se démocratise dans le sens où peut-être qu'il faut repenser le modèle de la construction au lieu d'avoir des grosses usines et des énormes entreprises qui prennent la majorité des marchés et qui font des maisons à la chaîne, etc. Favoriser l'artisan qui est capable de faire de la rénovation de qualité, de prendre au cas par cas chaque maison. L'avantage, c'est qu'on est sur une nouvelle économie, un nouvel modèle économique avec beaucoup plus de partage, de vie et de faire ensemble. Et puis, c'est plus forcément à travers de l'argent, mais du temps, en fait, du temps qui potentiellement serait rémunéré ou non demain si on avait un modèle économique un peu différent que moi j'appelle de mes vœux, mais là c'est une vision personnelle, on est d'accord. Ouais, voilà. Et pour le coup, la paille s'y prête très bien parce que une fois qu'on a mis un masque et plutôt des gants, des lunettes dans l'idéal quand on coupe tout ça, mais voilà, on reste sur un matériau. S'il y a des brins de paille qui s'envolent, c'est pas grave, ça va les composter un peu plus loin. Alors que si vous coupez des plaques de polystyrène, il neige tout blanc, c'est joli, mais par contre ça finit dans les rivières et dans la mer. Donc, allons plutôt chercher la neige, la vraie. S'il en reste. S'il en reste. Restons positifs. C'est pour ça, pour qu'elle arrive justement. Voilà. Ok. Bon, on finit sur cette note positive, en disant que ça va se démocratiser de plus en plus, en tout cas, et qu'il y a des belles filières, en tout cas, qui essayent de le développer. Et comme tu dis, les chantiers participatifs sont un très bon moyen aussi d'en profiter, quoi. Donc, très bien. Et si c'est OK pour toi, Léo, je te propose de passer à cette phase actionnable de ce podcast. C'est parti. Allez. C'est parti. Je profite de cette coupure, tu te demandes peut-être comment soutenir notre travail sur Aubercaille. Déjà, tu peux noter ce podcast. C'est un moyen simple mais crucial pour atteindre un public plus large. Sur Apple Podcasts ou iTunes, on t'invite à laisser une note et un commentaire. Et si c'est sur Spotify, tu peux également nous soutenir en partageant ce podcast en story et en nous taguant sous le nom Aubercaille-Média. On compte sur toi. Et maintenant, retour à notre intervenant. Concrètement, comment ça se passe pour son bercail ? Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite intégrer la paille dans son projet de construction ou de rénovation ? Un conseil hyper concret, une action concrète pour commencer. Se renseigner. Ça veut dire que après 1 heure de podcast, clairement vous êtes pas des pros. Vous Encore avez un peu découvert les choses, mais il n'y a pas besoin d'être expert pour se lancer dans un projet. Mais bon, on parlait de chantier participatif avant. L'idée c'est quand même d'être accompagné par un professionnel à minima, et puis dans l'idéal aller faire ces 5 jours de formation parce qu'en 5 jours de formation ProPaille, il y a des centres dans toute la France. Pour essayer de se former, il y a des dates régulièrement, rencontrer du monde, rentrer dans le réseau en fait. Voilà, le formateur ou la formatrice est certainement dans le RFCP, il va vous donner le contact qui va bien à côté de chez vous et voilà, et ça permet de pas partir en faisant des grosses bêtises et puis de éventuellement chiffrer correctement, ou en tout cas avoir une fourchette à peu près pas délirante de ce dans quoi vous vous lancez, parce que évidemment ça coûte un petit peu d'argent et surtout ça coûte du temps.
Et voilà. Et ça, c'est inhérent à un chantier un peu important de rénovation et de construction. Je crois que ça a été déjà pas mal traité dans certains de vos épisodes. Donc, je renvoie plutôt vers ces autres épisodes-là. Mais voilà. Ne pas le prendre à la légère. Personnellement, sur mon chantier, je me suis pas fixé de deadline. Ça fait plus d'1 an et demi que ça a commencé. Pour l'instant, on le vit encore bien. Et, il y a pas de pression. Et bon, on met un peu plus de bois dans le poêle que quand le projet sera fini, mais chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, oui. Ok, très bien. Du coup, j'enchaîne avec cette question. Pour toi, dans le meilleur des mondes, c'est quoi ton bercail idéal ? Comment tu l'imagines ? Il y a plein de facettes et pour moi, il rentre pas forcément dans un seul bâtiment, parce que j'imagine quand même un bâtiment. Moi, j'aime bien être ancré quelque part, donc ça évacue les habitats mobiles, on va dire. J'ai envie d'être minimaliste, mais je le suis pas encore suffisamment et je pense pas réussir à aller au bout de cette démarche-là. Donc c'est une petite maison en rénovation, un peu ce que j'ai trouvé finalement. Hein. Alors j'aurais préféré qu'elle soit en terre crue qu'en briques au départ, mais qu'elle ait un peu plus de cachet au niveau esthétique et au niveau de l'ancien. Mais faut que ce soit très fonctionnel. J'ai besoin de cette fonctionnalité-là, très économe en énergie, mais surtout très confortable. Et voilà, bien intégré dans son environnement et qu'il y ait la place pour ma petite famille pour réussir à pas se marcher dessus. Mais bon, si on se basait sur ce que en campagne, sur les espaces que peuvent avoir les personnes en ville, et déjà on réduirait quand même pas mal notre impact aussi en termes de foncier, en termes d'accaparement des terres, etc. Voilà. Donc est-ce qu'il faut densifier? Sûrement. Est-ce qu'il faut partager des espaces extérieurs communs pour ne pas avoir tous besoin de ces 100, 200, 1000 mètres carrés de jardin autour de chez soi, parce qu'en fait ça fait des étalements certainement, et en fait malgré tout on a un terrain une petite maison individuelle, pas de mitoyenneté, donc ça veut dire qu'il faut isoler 4 faces et pas seulement 2 ou 3. Et voilà. Mais du coup moi je crois beaucoup en l'habitat participatif, des petits habitats collectifs. Certainement, faut certainement pas monter au-dessus de 1 ou 2 étages. De toute façon, c'est trop limité sinon pour les matériaux biosourcés, parce que souvent ils sont validés, les techniques sont validées pour des R+1, donc des rez-de-chaussée plus 1 étage, mais pas plus. C'est pas tout ça, mais voilà. Donc c'est un peu tout ça. C'est certainement très technique, et puis c'est aussi après beaucoup de sensibles avec pas mal d'enduit terre, pas mal de bois à l'intérieur, parce que il y a un truc en termes de toucher, en termes de confort. Il y en a qui vont expliquer ça par la régularité. Voilà, des choses où au toucher le bois sous les pieds, ça fait plus chaud que du carrelage, etc. Et oui, ça amène des notions d'entretien, mais en même temps des facilités de réparation. Un enduit terre, il suffit de reprendre un petit mode de terre, de mouiller l'enduit et puis de repasser un coup de taloche, un coup d'éponge, et puis ni vu ni connu. Et voilà. Et si jamais vous avez envie de tomber votre enduit parce que la couleur vous plaît plus, vous enlevez votre enduit, vous le mettez au fond du jardin, vous remettez un peu d'eau et vous allez le poser ailleurs, et vous mettez un autre enduit terre d'une autre couleur que vous avez trouvé en vous baladant. Faut pas que ce soit à trop grosse échelle, parce que on peut pas ouvrir une mine, une carrière comme ça. Mais voilà. Donc c'est toute la magie de ces matériaux où on se dit, en fait, même si le jour ma maison sera détruite, il suffit de la laisser composter, quoi. Je parle essentiellement des matériaux de gros œuvres et d'isolation. Hein. Je me suis pas passé d'électricité, je me suis pas passé d'eau chaude dans ma maison, et a priori je m'en passerai pas. Mais c'est tous ces tuyaux et tous ces câbles, c'est quand même plus compliqué. Tu avais un mot du coup pour définir ton bercail idéal, ce serait quoi? Un seul? Écologique. Ok. Un seul. Non, c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que tu aurais, des ressources pour s'informer sur le sujet de la paille ou sur globalement les matériaux biosourcés, mais déjà de la paille, peu importe, livre, podcast, newsletter, personne à suivre peut-être. Déjà on a parlé du RFCP évidemment, de les formations pro-paille, mais est-ce que tu vois autre chose? Ce qui est génial avec ces matériaux-là, c'est que souvent ça vient d'autoconstructeurs. Donc il y a une volonté du libre et du partage
qui rend très accessible en fait toutes ces ressources. Je vais donner un exemple, hein, le prix des règles professionnelles, donc c'est un peu on va dire la Bible, ce sur quoi il faut vous baser pour construire, concevoir, etc., rénover. Ça coûte 25-30 balles dans n'importe quelle librairie. Achetez-le sur le site du RFCP, comme ça c'est encore mieux, ça va directement à ces éditeurs et ça va bien renforcer en fait la capacité de mener des projets intéressants. Alors qu'une norme, n'importe quelle norme, c'est vite plusieurs centaines d'euros quand on prend une norme, un DTU dans la construction. Du coup, voilà, en termes de tarifs, on est vraiment pas sur le même sujet. Et il y a plein de données sur Internet. Vous allez sur le site du RFCP, vous avez plein d'éléments. Des fois, il faut adhérer, 50 € l'année, et vous allez pouvoir récupérer tous les résultats d'essais qu'ils ont pu mener sur le feu, sur l'humidité, sur la densité, sur une liste longue comme le bras. Voilà. Donc, en termes de ressources, le site du RFCP, qui va vous amener éventuellement vers d'autres choses. Si je peux, je me suis basé là pour les chiffres sur le dernier, enfin pas le dernier, c'est un des derniers de la Maison écologique. C'est un magazine centré sur les solutions écologiques pour l'habitat. Il y a un dossier dédié à la paille où il y a deux pages sur la paille hachée, il y a deux pages sur l'historique de la filière. Je me suis fortement appuyé là-dessus et ça tombait pile poil quand vous m'avez appelé pour me proposer ça. Ça, j'ai pas eu à fouiller ailleurs. Et de manière générale, la Maison écologique, ils font des trucs toujours des trucs intéressants, alors sur la paille, mais sur plein d'autres choses. Ils ont fait aussi une compilation je crois que c'est 10 dernières années, des articles sur la paille. Donc là, il y a une bonne centaine de pages sur leurs articles sur la paille. Donc des trucs, un article qui permet de faire pas à pas une cloison en paille, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. Les différents systèmes d'accroche pour accrocher des bottes par l'extérieur sur vos murs. Des trucs très inventifs. Si on parle de ressources en ligne, j'ai parlé du site du RFCP, mais il y a aussi un projet là européen qui a permis de faire ce qu'on appelle un MOOC, un petit cours en ligne. Vous tapez Acteco, acteco.eu, vous allez tomber dessus et voilà. Donc, j'en parle, je le connais parce que j'y ai participé moi sur la partie terre plutôt, mais alors ça a la particularité d'avoir été réalisé plutôt par l'association autrichienne qui a une technique un peu particulière, notamment en ce qui concerne le contreventement, donc résistance aux forces de vent et de séisme. Là-bas, ils ont le droit de justifier le contreventement par les enduits chauds et ou terre qui sont posés dessus. En France, ça marche pas, donc il faut d'autres systèmes de contreventement. Mais voilà, du coup, il y a une spécificité. Attention, en France, c'est pas vraiment reconnu. Il faudrait le justifier éventuellement. Puis après, voilà, un truc quand je parlais des voûtes et des expérimentations, il y a ce livre de Gernot Münke, un chercheur enseignant sur les matériaux naturels de construction. Je crois qu'il est allemand, j'espère pas dire de bêtises, vous pourrez toujours vérifier. Ça s'appelle Strobel Construction Manual, Design and Technology of a Sustainable Architecture. Et dedans, ils mettent des expérimentations sur notamment un dôme que j'ai eu la chance de visiter, qui est assez extra, et aussi des voûtes réalisées en bottes de paille. Donc voilà, pour aller sur très expérimental. Voilà. Okay. Je mettrai tout ça en descriptif de toute façon. Et énormément de retours de chantier participatifs. Si vous tapez construction paille, vous allez tomber sur n'importe quel moteur de recherche, sur des photos, des pratiques, des astuces. Voilà. Il y a pas mal de choses effectivement aussi sur ça. Eh ben, merci pour toutes ces ressources. Le podcast touche à sa fin, pardon. Je te remercie Léo. Merci pour tout ce que tu nous as partagé pendant cette heure. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver peut-être ce que tu fais, où on peut aller voir aussi, ou te contacter? Merci à toi déjà pour cette proposition et ce temps ensemble. Pour me contacter, moi je suis dans l'association du REVA, le réseau éco-construction en Vallée de l'Aude, une toute petite asso qui essaye de valoriser, de favoriser l'éco-construction plutôt côté professionnel. Donc je pense que c'est le bon lien, le bon lieu pour me retrouver. Et sinon, je fais partie de la SAPI BAT Éco-Construction, donc cette coopérative d'activité d'emploi qui accompagne des entrepreneurs dans l'éco-construction. Et voilà, j'accompagne ces entrepreneurs
autant que faire se peut. Et donc il y a aussi mon contact sur le site web qui va bien, sapi.coop. Il y a un E à Sapi. Oui, je rajouterai tout ça. Merci encore pour ce moment. Je souhaite aussi à tous nos éditeurs à bientôt dans Oberkaï et à bientôt Léo. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Bon, tu le sais déjà, mais un dernier rappel. Si tu as aimé cet épisode, tu peux nous soutenir en laissant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et en laissant un commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et les sujets que tu souhaiterais voir abordés dans nos futurs épisodes. Allez viens, construisons Oberkaï ensemble. Ta voix compte et tes idées sont hyper précieuses pour faire évoluer ce média. Merci d'être là, merci de nous écouter et surtout merci de contribuer à cette belle communauté. Prends soin de toi et à bientôt dans ton Bercail.